Voilà, donc bienvenue à tous ceux qui ont patienté. Donc le temps de pouvoir voilà, se réapproprier de l'outil Facebook, voir un petit peu la nouvelle configuration, parce que pour moi, ça n'était pas donc pareil que précédemment. Donc ça a pris bien 30 minutes pour réussir à comprendre le mécanisme. Et puis donc ça y est, j'ai pu créer donc ce salon audio qui va nous accueillir pour en général une heure, à peu près une heure, pour continuer les échanges autour du thème du jour. Un thème très intéressant, vous nous avez fait part, notamment dans les commentaires, même tout au long du direct, que ce soit les abonnés, les fidèles abonnés ou les nouveaux arrivants, vous avez su nous encourager dans vos commentaires et par votre interaction, comme toujours, très constructive. Cela nous fait vraiment plaisir. Toute l'équipe est vraiment satisfaite de l'ampleur, de l'envergure de cette reprise avec ce thème d'une haute envergure, avec les retours que nous avons eus, qui a aussi amené dans une haute dimension de perception. On a pu effectivement, comme toujours, rentrer dans une perception élargie, pointilleuse, précise, pertinente, et puis avec toujours cette possibilité d'alternative, ce questionnement au niveau de l'alternative. On regarde nouveau sur la société, c'est un constat, c'est un regard sur la société, c'est une IA qui est faite, c'est une démystification, c'est l'apport de réponses à des questions quotidiennes, voire existentielles, mais surtout la lumière, l'ouverture d'une porte vers une alternative, une possibilité d'expérimenter autre chose. Donc c'est aussi dans cette ligne directrice que nous trouvons bon de pouvoir continuer, élargir le format à cette dimension audio, cette dimension encore qui se veut encore plus interactive que lors des émissions, puisque lors des émissions, il n'est pas, par rapport aux plateformes que nous avons, forcément possible d'intervenir en direct en audio. Vos apports sont plutôt par écrit. Et donc là, c'est possible d'avoir vos réactions à chaud, vos commentaires de façon audible. Vous écoutez et ça permet aussi d'être encore plus précis dans l'apport des éléments et les aligner réellement dans votre réel besoin au quotidien. Et puis, c'est aussi l'opportunité pour vous de pouvoir partager des éléments d'expérimentation qui peuvent être certainement utiles à d'autres. Puisqu'on le sait, il n'y a de force que dans la mutualisation des ressources. Et la ressource principale, c'est la compréhension. Elle s'exprime au quotidien par les expérimentations que nous faisons. Et s'il y a des éléments au quotidien que nous ne percevons pas, des situations, des événements qui réussissent peut-être à révéler les limites de la perception que nous pouvons représenter, il n'est pas dit que autour de nous ou dans une autre sphère en tout cas spatio-temporelle, il existe la matérialisation d'une compréhension qui peut, elle, avoir des ressources et nous apporter ce regard, ces potentialités. Donc c'est aussi le but de cette mutualisation, de cette rencontre aujourd'hui. Et si la morale de l'être social était autre chose que son intérêt individuel, un thème fortement intéressant qui nous a ramené dans l'univers qu'on appelle l'individualisme, un individualisme de plus en plus criard qui s'exprime, que peut-être les uns et les autres peuvent voir, comme souvent on le voit à l'extérieur, peut-être sans plaindre, n'est-ce pas? Et donc, en ramenant toujours la notion d'individu, la compréhension que l'on appelle soi, cela permet effectivement de pouvoir avoir un autre regard sur cette notion d'individualisme et puis de peut-être se rendre compte que ce que l'on appelle soi n'est autre que cette mise en mouvement au quotidien. La morale aussi, nous avons entendu parler d'une perception de la morale en dehors du champ des règles sociales, mais on a entendu parler de la notion d'intérêt, cet intérêt, ce besoin, cette revendication d'intérêt propre, d'un imaginaire propre, d'un soi propre, qui serait le seul moteur des actions et ne s'appuyant, en utilisant la morale sociale comme prétexte, comme outil relatif à l'expression de cette réelle intention. Donc, comme d'habitude, là, nous sommes déjà un petit groupe intéressant. Nous allons commencer par un petit tour de salon pour avoir vos réactions,
les réactions des uns et des autres par rapport à cette émission. Comment vous l'avez ressentie, la façon dont elle a été abordée. Est-ce que vous avez à chaud un petit témoignage ou commentaire à faire? Et puis ensuite, certainement, s'il y a des questions, des points que vous voulez que nous agrémentions ensemble, ce sera le bienvenu. Voilà, donc nous allons commencer par mesdames. Je vois donc Nadiège qui est avec nous sur la plateforme. Il y a aussi Vialine et Annick. Donc je sais que Annick, elle est souvent plutôt habile, à l'aise à l'écrit. Donc pareil, hein, n'hésite pas à participer par écrit. Et donc Vialine, bah, je vais te donner cette opportunité, si là où tu es, tu peux le faire, de pouvoir introduire ce petit tour de table. Allô? Voilà, donc peut-être que tu n'arrives pas à prendre le micro. Je t'ai fait une invitation à prendre la parole. Voilà, sinon, eh ben, il y a Nadiège qui se propose. Donc, donc j'accepte ton invitation, Nadiège. C'est bon, tu arrives à monter au niveau de la prise de parole? Ah, voilà. Donc, c'est bon. Ok, ben, on t'écoute, Nadiège. Tu m'entends? Oui, on t'entend très bien. Ok, d'accord. Voilà, là c'est bon. Bonjour à tous et voilà, et merci Angéline. Le thème c'est bien celui d'hier que nous parlons. Désolée parce que j'ai eu un petit bug en fait. J'avais du mal à me connecter en fait. Donc même si comme vous voyez là, je n'avais pas à me connecter. Donc concernant le thème d'hier, c'est un thème très instructif et très inspirant surtout. Je le disais pour une reprise de l'émission. Cela a permis bien sûr, de voir où chacun en est en fait sur le thème individualiste et tout. Et les apports qui ont été faits par Luc et par chacun des autres intervenants aussi ont permis de mettre des mots en fait sur le terme individualiste. Pour moi, l'individualisme, on peut le retrouver, c'est sur multiples formes, hein, selon ma compréhension. Et permet aussi de savoir, quand on parle d'objectifs communs, permet de clarifier en fait où chacun veut pouvoir aller en fait sur le thème individualiste. Donc voilà. Mais je vais laisser la place à quelqu'un d'autre et puis je vais revenir parce que comme j'ai vraiment le petit bug, donc j'ai pris vraiment en cours. Mais je voulais juste partager que l'individualiste pense à soi, pense qu'à son besoin, mais quand il y a le côté commun, il n'y a plus nous en fait et les autres à part. Il y a juste qu'un seul corps, c'est-à-dire peu importe en fait, on regarde sur la forme qu'il y a des différences entre chacun, mais l'objectif reste le même, la vision reste la même. Mais quand il n'y a pas ça, eh ben, on peut parler à ce moment-là d'individualisme. Mais franchement, c'est un thème super intéressant comme toujours et que je vais pouvoir en fait interagir tout à l'heure pour apporter plus d'éléments. Donc, je laisse la parole à quelqu'un d'autre. Merci beaucoup, Nadiège, pour ce retour, hein, très encourageant. Donc, je crois que Vialine n'arrive pas à prendre la parole. Peut-être que là où elle est, cela n'est pas possible. Donc, on va laisser donc la parole je vois, il y a deux Franck. Donc, il y a Franck Manson et il y a Franck et Edine. Donc, on va commencer par Franck Manson et puis ensuite Franck et Edine et on laissera la parole ensuite à Luc pour certainement continuer à élargir le champ d'analyse du jour. Donc, Franck. Ah,
Donc, il y a un souci. Franck non plus n'arrive peut-être pas à prendre la parole. Ah oui, ça y est, tu es avec nous. Franck, on t'écoute. Oui, allô? Bonjour, Angéline. Allô? C'est pas bonjour, si... bonjour, Franck. Oui, on t'entend très, très bien. Oui. Donc, merci de me donner la parole. En fait, mon propos, justement, j'aimerais qu'il soit guidé ou alors orienté en revenant sur la définition même de la morale. Sur la définition de la morale et même sur sa vocation. Et je sais très bien que vous le savez aussi, que la morale, en des termes simples, est définie comme un ensemble de règles. On pourrait aussi la définir comme un ensemble de lois qui justement a pour vocation façonner la personnalité ou alors l'identité des individus. Et nous savons également que c'est justement par ce façonnage que la société ou alors l'État a cette très grande capacité de contrôler, de réguler et même de gouverner sur les populations. Donc, on peut aussi, donc, entre autres, se poser la question à savoir à qui est-ce qui profite cette morale? Parce que c'est justement les individus qui représentent la société qui la conçoivent, qui la pensent et qui la conçoivent, qui la mettent sur pied. Ça veut dire que dans le fond, cette morale, la conformité justement à ces règles, profite plus loin à l'État. Donc, profite, ou alors on peut dire nourrit, ou alors entretient l'intérêt de l'État. État comme personne morale. Et maintenant, c'est qui dans l'État? On dit toujours l'État, l'État. On sait très bien que l'État, c'est une personne morale. Ça se dit comme ça, mais c'est ce même État, dans le fond, qui se fait représenter au travers des gens, au travers d'engrais, au travers des X, au travers des Y. C'est ce même État. Or, nous disons à la base que cette morale, en réalité, elle est pensée et conçue pour protéger l'intérêt de l'État, parce que la protection des intérêts de l'État va de pair, justement, avec la conformité à la morale des individus qui sont la représentation de l'État. Donc, ça veut dire que plus loin, comme cette personne morale fait usage de l'outil, on peut dire moral, pour se protéger, pour préserver ses intérêts, ça veut dire que l'individu social en lui-même n'étant pas détaché de cette personne, puisqu'il est l'une des fonctions de cette personne morale, on peut bien voir que le désir de conformité, entre guillemets, à la morale vise uniquement la protection de son intérêt, la protection de l'idée qui peut se faire de lui. Pourtant, dans un autre sens, lui, c'est qui? Quand nous revenons dans la fameuse pyramide de Maslow qui décrit ou alors qui définit l'être social comme étant un univers de besoins, une mosaïque de besoins, un sac de besoins. Entre autres, il a besoin de se nourrir, il a besoin de boire, il a besoin de s'habiller, il a besoin d'un habitat, il a besoin de sous-soins, ainsi de suite. Et il dit très bien que si cet être social-là, justement, ne s'alimente pas, si son besoin n'est pas comblé, n'est pas satisfait, le processus de vie va bloquer, il va bugger. Donc, ça veut dire, ça veut dire également que toutes les règles, justement, qui viendraient mettre en mal le besoin, justement, de ce sujet, ces règles, ce sujet ne serait pas, comment dirais-je, prompt, c'est-à-dire à les respecter. Donc, le respect, justement, des règles, ou alors le semblant de respect des règles et des normes, est dépendant, justement, de la satisfaction de son besoin, de cet être social. Et ce qui m'intéresse dans le plan général, pour chuter là-dessus, c'est qu'on peut donc bien se rendre compte que c'est la raison pour laquelle les représentants de l'État au niveau, comme ils savent très bien que ce sont eux qui ont pensé, qui ont conçu cet individu comme un ensemble de besoins, essentiellement de besoins. Donc, ils savent très bien que cet individu, le respect justement de la norme, en réalité est dépendant de l'entretien, alors de la satisfaction de son besoin. C'est pourquoi on va donc équiper ou alors accompagner la morale du bâton, de la sanction, de la punition.
Donc, ce qui fait donc que bien même quand l'individu se trouve dans une situation où son intérêt serait menacé, il va donner l'impression justement de se conformer à ces règles-là. Parce que dans un autre sens, il sait que s'il arrive qu'il ne se conforme pas justement à cette loi ou alors à ces règles-là, il sait très bien que dans une autre mesure, son intérêt sera toujours menacé. Par exemple, on peut porter atteinte à son intégrité physique, à son intégrité morale, et ainsi de suite. Donc, et personnellement, c'est ce point qui m'intéresse le plus, c'est-à-dire pouvoir vraiment cette subtilité, parce que les ingénieurs se comprenant très bien que cet aigle-là ne peut en réalité pas se soumettre à la mort. Il se soumet à son intérêt. Puisque dans l'enfant, il n'a qu'intérêt. Donc, on va équiper, accompagner la morale du bâton de la sanction, parce qu'on sait que quelque part, le bâton et la sanction, justement, va davantage l'obliger, alors le contraindre à se soumettre à la règle. Donc, en fait, c'est cet élément-là que je peux déjà apporter d'ancrer. Merci beaucoup, Franck, pour cet élément effectivement très intéressant, cet appui sur la notion de morale. Et effectivement, morale égale personne morale. C'est-à-dire que la morale, ce ne sont pas les règles. La morale, c'est une personne, c'est une identité, c'est une source, c'est une réalité transcendante, métaphysique, c'est un objectif, en fait. Et c'est ça la morale. Et ensuite, ce qu'on va voir comme règle, c'est l'ensemble des outils, comme on dit souvent, il y a l'objectif et ensuite, il y a l'ensemble des outils, des moyens mis sur pied pour pouvoir atteindre, pour pouvoir développer, répandre, pour que cette personne, cette réalité, cette énergie, cette information puisse se mouvoir, s'exprimer, se reproduire et se pérenniser. Et effectivement, lorsqu'on parle de la société, lorsqu'on parle de l'État, on ramène dans cette dimension morale, dans cette personne morale. Donc, c'est un pseudo-objectif, c'est une pseudo-conscience qui, effectivement, donc, est allouée à qui est alloué ce qu'on appelle des intérêts, des enjeux. Et effectivement, tout ce qui va être mis ensuite sous forme de dites règles et de lois, la réalité ne se sera pas les règles ni la loi, mais ce sera bien l'intention de la personne morale. C'est la personne morale en action. Et comme tu dis, cette personne morale en action, elle s'exprime de façon plurielle. D'ailleurs, un des éléments sur lesquels elle va davantage s'appuyer pour pouvoir matérialiser sa pensée et se pérenniser, c'est bien cette forme dite humaine, cet être social fabriqué comme compilation d'expression de cet intérêt et qui donc au quotidien va avoir, comme et souvent sans le savoir, pour seul objectif finalement de pérenniser, d'assurer la pérennité de la personne morale, de la morale dont il est le prolongement, dont il est l'expression. Effectivement, là où au niveau de l'individualisme, par rapport à ce dont on parle aujourd'hui, on rentre dans la dimension de l'individualisme, c'est lorsqu'il y a effectivement cette conscience de séparation de cette réalité même, et que dans celui qui est mis en mouvement au quotidien par une dimension dont finalement il est l'extension, il est finalement la fabrication, on va dire, comme il n'y a pas de conscience, on réussit à faire croire que donc son mouvement, tout ce qu'il met en place au quotidien pour un petit peu sécuriser ce qu'il appelle lui, il pense que c'est vraiment pour lui, que c'est en faveur de ses intérêts propres. Mais ne sachant pas que tout ce mouvement, même toutes les règles, même l'intention de pouvoir sécuriser ce qu'il pense être intérêt, n'est pas en sa faveur, mais bien en faveur de la personne morale, donc de la morale finalement qu'il représente. Et je trouvais ça très, très, très intéressant par rapport à cette question que tu poses, mais finalement, à qui cela, finalement, pour qui tout ça à qui cela est en faveur, on va dire. La faveur de qui, à la faveur de quoi, tout cela est en sa faveur, voilà. Donc, c'est pour ça que je trouvais très intéressant. Et effectivement, souvent, quand on dit l'État, chacun ramène ailleurs que soi. Alors que le déploiement au quotidien permet normalement de diagnostiquer, de faire un bilan, comme disait Nadège, pour identifier si finalement je ne serais pas peut-être le faisceau, un des défenseurs de cet individualisme, donc de la personne morale que l'on peut appeler
éteint. Donc, on va continuer un petit peu le tour de table. Je vois qu'il y a des soucis de connexion. Il y a Luc qui dit qu'il n'arrive pas à nous rejoindre. J'ai beau, effectivement, même moi-même l'inviter à prendre la parole. Je le vois. Je ne sais pas si c'est un souci au niveau de la connexion. Donc, on espère que, comme Nadia et Franck, il va finir par réussir à nous rejoindre. Donc, je vois qu'il y a Franck et Dean aussi qui est avec nous. Donc, je ne sais pas si tu voudrais aussi apporter déjà ton retour par rapport à l'émission ou éventuellement un commentaire, une remarque à ce sujet. Donc, Franck, je te fais aussi une invitation à prendre la parole. Donc, tu réagis en fonction de ta possibilité. Voilà, donc peut-être aussi soit une impossibilité de prendre la parole ou bien un souci au niveau de la connexion. Donc oui, Nadia, je disais qu'il y avait d'autres éléments que tu voudrais apporter. Donc on t'écoute à ce sujet. Oui, voilà. J'espère que, parce que des fois, là, comme ça bug la connexion, donc j'espère que vous m'entendez. Oui, on bon t'entend très bien. Ok, Oui. super. Oui, eh ben, on vient de résumer le côté, en fait, vraiment la définition, en fait, de l'individualiste. Parce que, effectivement, quand nous sommes dans la société et que, par les expériences, je peux dire que j'ai vécu, hein, je peux apporter peut-être un témoignage, hein, où je vivais avec plusieurs personnes et, donc, dites famille, hein, mais quand on regarde chacun est là pour soi, en fait. Mais chacun protège son besoin. Chacun veut que son besoin soit satisfait. Donc, quand il y a ce côté moral qui vient, c'est toujours pour protéger. Mais protéger quoi? Je prends à poser la question aussi. Mais c'est toujours protéger la société, protéger ce qui se met en place. Donc, quand bien même on pourrait se dire qu'on essaie de se mettre en commun pour partager des choses, s'il y a toujours ce côté individuel où on va plutôt vers son besoin, ça va se voir tout de suite. Donc, pour ne pas rester dans ce côté individualiste, on pourrait bien faire des expériences, mettre des individus là ensemble pour pouvoir en fait interagir ensemble, ça va toujours revenir à le côté individualiste. Mais pour sortir de ce côté individualiste, il faut qu'il y ait autre chose, en fait. Il faut qu'il y ait autre chose qui puisse naître de cette personne, un autre état de conscience. Donc, voilà, donc c'est ce que je voulais apporter déjà sur le moment par rapport à ça. Merci Nadia, c'est très intéressant. Donc effectivement, ça me rappelle donc cet article qui a été utilisé aussi comme support hier avec donc le témoignage de cette jeune dame dite Tchétchène qui effectivement a été initiée pourtant depuis toute jeune par une certaine morale au niveau de règles de fonctionnement qui favorisait une capacité de pouvoir se retrouver à plusieurs, à vivre ensemble, en famille, avec plusieurs générations sous le même toit. Et on se rend compte à travers ce témoignage qui n'est pas... qui n'indexe pas uniquement cette personne, mais qui est un échantillon d'une réalité, donc du quotidien de beaucoup, voire quasiment toute la panoplie, le panel d'être social, en tout cas dans un certain champ. Donc, au fur et à mesure de ce qu'on appelle la modernité, de l'évolution scientifique et technologique, de l'enracinement de cette conscience individualiste dans les personnes représentées, eh bien, on voit que finalement, cette morale, ces règles-là sont caduques, comme disait hier Luc, elles sont caduques au profit de la réelle morale, de la réelle intention, du réel objectif, du réel principe qui met en mouvement chacun au quotidien, à savoir ce qu'on appelle l'intérêt personnel. Mais quand on se rend compte, quand on va plus loin de ce soi-disant intérêt personnel que chacun pense revendiquer
Et donc, ça va se justifier par le fait qu'on va prendre des distances, qu'on va revendiquer plus d'intimité, qu'on va voir l'autre comme menaçant, qu'on va voir plutôt des limites, de la menace, d'un côté négatif à voir pénétrer l'environnement d'autrui, alors qu'on pourrait se dire qu'être à plusieurs, ça peut être, comme on dit, l'union fait la force, pourrait être plutôt une opportunité de coaliser des forces, de mutualiser des énergies, même de diminuer peut-être des charges que les uns et les autres pourraient représenter. Mais qu'est-ce qui fait que, malgré toutes ces perspectives pourtant en faveur de tels objectifs, de telles actions, de telles structurations et organisations, qu'est-ce qui fait que même la morale, même ce qu'on appelle religieuse ou de bienséance, n'arrive pas à permettre que ces expériences-là soient pérennes? Ben, c'est parce qu'il y a effectivement cette notion d'individualité, cette notion d'intérêt personnel. Et ce qui est très intéressant, c'est de se rendre compte que ce n'est pas l'individu en lui, ce n'est pas l'être social en lui qui vraiment agit ainsi, puisque s'il était, il aurait une capacité intelligentielle d'identifier la portée, de faire un vrai bilan en termes de réel, comme on dit, de faire sur la balance la différence entre les avantages et les désavantages, et il verrait que ce serait plus à son avantage, la mutualisation de force. Il y a une dimension intelligentielle lui permettant de voir le bien fondé, même à long terme, de cette dimension-là, mais ce n'est pas lui, en fait. Il y a une dimension, donc l'intelligence de ce qu'il est, la morale dont il est l'expression réelle, c'est elle, finalement, qui, par rapport aux enjeux qu'elle a, le met en mouvement de façon subtile, donc par un conditionnement, pour que au quotidien, ces actions soient au bénéfice donc de la personne morale dont il est la représentation. Et c'est ça qui va faire que, sans conscience, sans dimension intelligentielle, sans que souvent les personnes ne sachent réellement pourquoi, même lorsqu'elles donneraient des explications, quand on gratte un peu le fond, on voit que c'est assez creux, en fait, les explications qui sont données, mais il y a donc cette personne morale derrière, cette réalité, ce qu'on appelle l'État, la société, la bulle sociale, qui conditionne les uns et les autres à n'être que des défenseurs de la norme sociale. Et donc, oui, tu voulais réagir? Non, vas-y, fini. Non, vas-y, parce qu'après, je voulais vous faire écouter quelque chose, en fait. Donc, d'accord, ok. En fait, je vais parler par une image, hein, ou bien mettre ma compréhension, ma perception de l'individualisme. C'est que je vais prendre une image, un tabou de la société, c'est-à-dire ce qu'on dit couple, en fait. Vous avez un homme et une femme dans la société. Quand la femme va vers l'homme et vice-versa, c'est toujours je vais satisfaire mon besoin. C'est-à-dire que dans cet homme, je peux trouver peut-être une stabilité financière, on va construire une maison, mariage, enfants et tout. Et l'homme aussi, de son côté, voit en cette femme-là un moyen aussi de satisfaire son besoin. Ça peut être multiple, sexuel ou autre chose. Hein. Mais quand on regarde bien, le jour que c'est de vice-versa, que l'un de ses besoins n'est pas satisfait, on peut se dire, tiens, ils sont ensemble, ils font des projets ensemble, ils vont objectifs. Voilà. Mais dans le fond, si on regarde bien, il n'y a pas, en fait, il y a d'un individualisme, parce que je viens pour mon besoin, en fait. Mais le jour que le besoin n'est plus là, on va chercher ailleurs. Mais on peut mettre aussi sous une autre forme aussi, avec un état de conscience, avec de l'intelligence. Dans la même situation, qu'on va vers l'autre, c'est pour s'étendre, c'est pour se projeter, c'est pour faire voilà quoi. C'est pour, comment dire ça, partager ce qu'on est avec l'autre et grandir ensemble. Il n'y a plus de notion de besoin, en fait. Je ne vais pas vers l'autre pour un besoin quelconque, matériel et autre, selon la société, mais je vais pour qu'on puisse s'étendre, qu'on puisse grandir, pour qu'on puisse avoir de la maturité et aller vers le même objectif tous les deux. Donc là, il n'y a plus de notion de matériel ou pas, en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de notion de besoin dans cette partie-là. Voilà ce que je voulais partager en image, en fait. Merci Nadia. Franck, tu voulais réagir? Oui, Angéline, je voulais réagir sur deux éléments.
Le premier, c'est par rapport à la question d'individualisme, parce que tu l'as posé en disant que pourquoi est-ce que ça persiste? C'est-à-dire que bien même quand il savait que l'individualisme est, je vais reprendre avec mes mots, je ne sais pas si c'est ce que tu as voulu dire, est contre même l'intérêt dans le fond de l'être social. Pourquoi ça persiste? Et pendant que tu posais la question, j'y réfléchissais et il y a toujours des informations qui remontaient dans mon esprit. En réalité, Angéline, je pense que vous le savez tous, il n'est même pas possible justement de penser l'être social en dehors de cette dimension individualiste. Ce n'est pas possible. Parce que si, dans le fond, nous concevons que cet être n'est pas séparé de la société, beaucoup plus société au niveau artificiel, donc l'organisation artificielle, architecturale de la société qui va façonner sa personnalité, son comportement, on ne peut pas le penser comme un être collectif. Pourquoi? Parce que vous savez très bien que c'est l'éducation qui façonne notre dimension individualisme. Cette tendance individualiste assez criade. Or, nous l'avons toujours dit dans nos enseignements que le premier outil à partir duquel la société façonne les populations, on dit bien c'est la dimension structurelle. Mais voyez vous-même comment cette dimension structurelle est organisée. Parce que l'individu, en réalité, dans le fond, n'est que le reflet de cette dimension structurelle. Il est vrai que les degrés peuvent différer. Parce que regardez comment est-ce qu'ils organisent la dimension structurelle. Elle est organisée pour entretenir et pour préserver l'individualisme. Je pars simplement du fait que nous avons un champ d'énergie qui est unique à la base. Et les individus dont justement qui la représentent, pour concevoir en réalité des actes sur lesquels ils vont s'appuyer, non seulement pour, je peux dire, pour préserver les positions, ils ont conçu justement une architecture sociale qui sert à cet objectif-là. C'est la raison pour laquelle on parle du découpage administratif. Donc, vous aviez, je disais, un champ d'énergie unique, mais c'est ce champ d'énergie qui, on peut dire, prend la forme de ce que l'on appelle les continents. Et à l'intérieur des continents, on a des pays. À l'intérieur même des pays, vous avez, je ne sais pas si c'est la même chose en France, c'est qu'on appelle des régions, des provinces. À l'intérieur des provinces, Angéline, on a des départements. À l'intérieur des départements, on a des arrondissements. Dans des arrondissements, on a également ce que l'on appelle des quartiers. Et même dans des quartiers, on a des maisons. Et vous savez plus loin que dans des maisons, on a des champs. Donc, vous voyez un peu, du sommet jusqu'à la base, comment est-ce que cette dimension structurelle, elle est organisée. Or, vous savez très bien la citation du pape qui dit toujours que si tu veux éduquer d'abord un enfant, il faut construire un village. Ça veut dire si tu veux donner une personnalité à quelqu'un, la personnalité sur laquelle tu vas t'appuyer pour se projeter, il faut construire un cadre justement qui serait comme un moule qui va façonner cette personnalité-là. Donc on peut bien se rendre compte que cette séparation au niveau architectural, elle est pensée à l'avance. Elle n'a pas été pensée au hasard. Parce qu'on savait très bien que comme c'est comme un moule dans lequel on va façonner les individus, et on avait donc besoin justement des êtres individualistes, il fallait justement que l'on crée cette séparation dans l'organisation sociale. Parce que si, à la base, on enlève cette séparation, c'est-à-dire au niveau de l'organisation, de la structure, de l'architecture sociale, telle que je venais un peu de la décrire là, je pense que ça pourrait avoir un impact, ça pourrait modifier même la personnalité de cet individu, même si, quelque part, il ne serait peut-être pas, on peut dire le genre bien la fonction de caractère, mais il ne serait pas aussi profondément individualisé tel que l'on peut l'observer. On peut l'observer. Et pour le dernier élément, c'est une image sur laquelle je réfléchissais il y a peut-être plus d'un mois. Regardez par exemple quand vous rentrez dans une famille. Quand vous rentrez dans une famille qui est une personne morale, elle a toujours, on peut dire, une conscience unique. Mais c'est elle qui va se faire représenter au travers d'abord des parents et des enfants. Mais vous savez très bien que les parents soit lui-même la société, généralement, le regard que le parent a sur les enfants, c'est un regard global. Je dis bien sur les enfants. C'est un regard global.
Ou alors, si vous voulez, le regard qu'il a sur les enfants, il ne s'exprime pas de manière profonde cette séparation, parce que lui, c'est qu'il a des enfants, il a ses enfants. Mais pourtant, le regard que les enfants ont d'eux-mêmes, c'est un regard séparé. C'est-à-dire que chaque enfant se pense comme une individualité à part entière. Mais pourtant, le parent, lui, il voit les enfants de manière globale. C'est-à-dire qu'on peut prendre le parent comme la source, c'est-à-dire qu'il a une observation, c'est-à-dire de dessus, sur les enfants. Mais pourtant, les enfants qui sont en deçà, on peut dire qu'ils sont la base, il y a cette séparation. C'est-à-dire dans la façon de se penser. Mais ça part de quoi? Ça part d'éducation qu'ils reçoivent. Ça part des repères justement que l'enfant reçoit. Donc, on peut comprendre que la société, si tu l'observes de dessus, tu comprends qu'il n'y a pas de séparation. Pourquoi je reviens sur cet élément? Parce que l'identité, bien même quand il y a séparation, comme tu le disais, Angéline, on peut bien voir que cette identité, on peut bien voir les gènes ou alors les germes de cette identité qui s'expriment. Qui s'expriment, par exemple, que on parle de la société de manière globale. Bon, elle lutte pour la préservation de ses intérêts. Elle lutte pour la préservation de ses intérêts. Son organisation, justement, a pour vocation préserver son intérêt de manière globale. Donc, on peut revenir donc maintenant sur les individus qui sont sa fonction, bien même dans leur individualité binaire, c'est toujours pour la préservation de leur intérêt. Donc, on peut bien voir que c'est cette identité, c'est ce germe-là, on peut voir qu'il s'exprime à tous les niveaux. Très intéressant. Je ne sais pas si tu as terminé. Oui, j'ai terminé, Angéline. Oui, vraiment très intéressant. Comme tu dis, l'architecture est un langage et l'architecture, c'est le langage d'une intention. Puisque c'est toujours une inspiration, on parle toujours de la pensée et c'est la pensée ensuite qui conceptualise et qui ensuite se structure. Et donc, elle se structure en vue de l'atteinte d'objectifs. Et comme tu dis, donc il y a cette pensée, on va dire cette personne morale qu'on peut appeler la société, qui joue un rôle bien précis. Et donc, elle va, dans son prolongement, elle va donc se structurer dans l'intention, avec cette architecture qui va révéler cette intention, effectivement, de pouvoir créer des champs individuels de ressources sur lesquelles elle va s'appuyer pour se pérenniser. Et comme tu dis, à l'échelle donc de l'individu, de ce qu'on va appeler l'être humain, sans le savoir, il est le prolongement, j'ai bien aimé le terme, fonction de cette même réalité qui, dans son organisation, va se structurer pour l'atteinte du même objectif. Et c'est là aussi que je vais nous interpeller sur ce terme bilan, d'ailleurs, qu'a utilisé Nadiège au début de sa prise de parole. C'est après de telles analyses, après une telle mise en lumière aussi claire et limpide que tu as pu nous permettre encore de faire, que ce bilan va être efficace. Au quotidien, comme on le dit toujours, le but c'est de ramener toujours au quotidien. Au quotidien, la structuration, l'organisation, l'architecture que je représente et à laquelle je participe, n'est-ce pas, à construire même au niveau structurel extérieur, mais quelle intention, quelle morale soutient-elle? C'est certainement ce questionnement profond, ce bilan que cette claire lumière appuyée depuis hier jusqu'à aujourd'hui va vraiment nous permettre de faire. Nous permet de faire, mais va encore davantage nous permettre de faire avec beaucoup plus d'efficacité. Parce qu'effectivement, si je me rends compte qu'au quotidien, mon architecture intérieure qui se structure au niveau extérieur est le germe, porte en elle le germe de cette personnalité individualiste. Donc, finalement, est le faisceau, est le bras armé de la protection des intérêts de la société. Alors, lorsque je dis moi, je dois comprendre que je suis l'intérêt, que je suis la société et que tout mon déploiement, je dois le savoir, n'est pas, entre guillemets, pour un intérêt personnel, puisque cette notion d'intérêt personnel n'est qu'illusoire, mais je suis tout simplement une des ressources, j'ai bien aimé le terme paramètre spatio-temporellement situable, utilisé à des fins de pérennisation de l'intérêt supérieur de l'État, dont on l'appelle souvent. On peut par exemple aussi soit faire le bilan et se rendre compte en entendant ces choses qu'au quotidien, eh bien, nous, on est plutôt sur une autre trajectoire, on a un autre regard, on représente une autre architecture
intérieur, qui a cette capacité de se structurer au niveau extérieur et qui, au contraire, voit dans la mutualisation, voit dans ce qu'on aurait appelé autre un potentiel à ajouter en plus de ce que l'on peut représenter comme base de compréhension, un potentiel, une compétence, une ressource en termes intelligentiels de plus, qui est donc le regard, tu parlais de regard au-dessus, qui est l'expression d'un regard au-dessus même de la sphère sociale, qui a cette capacité de voir tout comme un champ unique de ressources en vue d'un objectif identitaire cette fois-ci, en dehors de la dimension de l'intérêt. Et puis par rapport à ça, ça me faisait penser aussi à cet exemple très intéressant qu'a donné Nadiège, par rapport à l'exemple du couple ou de ce qu'on pourrait appeler famille, l'intention apparemment individuelle, le pseudo-objectif apparemment en notre faveur, en la faveur de la femme, en la faveur du masculin, qui vont se mettre ensemble et qui vont s'organiser, se structurer sous une forme qu'on va appeler couple, et plus loin peut-être famille. Chacun pense que c'est son intérêt. Chacun au quotidien, lorsqu'il va mettre en place des règles de vie, il va faire usage de la morale artificielle déjà structurée à l'extérieur, il va en prendre des éléments pour sécuriser ce qu'il appelle son intérêt. De quoi on se rend compte au quotidien? Je pense que chacun peut se rendre compte de ça. Lorsque la pensée au départ défendre son intérêt, de quoi il se rend compte? Il se rend compte qu'il se retrouve enfermé dans une spirale, dans un quotidien routinier, dans une espèce de case dans laquelle on l'enferme, où au quotidien, son déploiement, avant même de pouvoir, entre guillemets, alimenter son propre intérêt, le premier qui en est bénéficiaire, n'est-ce pas l'État? On prend souvent l'exemple, on peut prendre l'exemple de cette fameuse fiche de salaire. Voilà, cette fameuse fiche de salaire. Je crois que Franck, tu nous as rejoint, donc il y a un petit écho au niveau du micro. C'est possible de le couper, s'il te plaît. Merci beaucoup. Donc, cette fameuse fiche de salaire, pardon, avons-nous tous observé, puisque je pense que la plupart ont expérimenté déjà d'avoir une fiche de salaire, que la part qui est, entre guillemets, remise à celui qui pense en tirer bénéfice pour alimenter ce qu'il appelle son intérêt personnel, sa survie, ces fameux, comme tu parlais de la pyramide de Maslow, ces fameux besoins vitaux, n'a-t-il pas remarqué que le premier à se servir, c'est ce qu'on appelle l'État? N'a-t-il pas observé que son déploiement pendant un mois avant d'avoir la fiche de salaire, il est clairement perçu que c'est en faveur avant tout, et si ce n'est essentiellement que de cette dimension morale qu'est la société. Ensuite, lorsqu'il se dit que bon, l'État a pris ce que lui, il appelle l'État en dehors de ce qu'il appelle lui, et donc de son quotidien, de sa petite sphère personnelle qu'il pense avoir réussi à créer en vue de ses objectifs personnels distincts de l'autre, il se dit, bon, cette partie, elle est mienne. De quoi il va se rendre compte? Il va se rendre compte que non, finalement, ce que il, soi-disant, a pour lui va encore être utilisé, redistribué, réinjecté dans tous les champs économiques que la société a mis sur pied pour elle se pérenniser. Et on voit de plus en plus des personnes, c'est cette scène qui est tellement significative que vous avez certainement vu ces derniers temps, même sur les réseaux, d'un homme qui pleurait devant le chef d'État français, qui pleurait. Il disait, mais ma femme et moi, à deux, on a 4 000 euros, mais on n'arrive pas, à la fin du mois, on n'a même pas 20 euros pour vivre, c'est-à-dire même pas 20 euros, entre guillemets, pour nous, pour ce qu'on appelle nous, pour ce qu'on appelle alimenter notre intérêt personnel, pour ce pourquoi même on s'est mis en couple, en fait, cette illusion de pseudo-intérêt qu'on pensait alimenter, qui a fait qu'on s'est mis ensemble et pour lequel, soi-disant, on s'est projeté. Mais finalement, je me rends compte que, au final, la société, entre guillemets, elle prend tout. Et finalement, je n'ai rien pour moi. Et ça peut se voir à tous les niveaux. Même lorsqu'il y a un acte qu'on pourrait dire qu'on pose, entre guillemets, pour soi, aller au restaurant, acheter quelque chose, je ne sais pas, quelque élément tiré de cette sphère sociale,
eh bien, on se rend compte que derrière, de façon sous-entendue, celui qui est alimenté, c'est la dimension, c'est la société. Et même quand il y aurait apparemment une dimension qui rentrerait uniquement dans l'alimentation de ce qu'on appelle soi, mais quand on se rend compte que ce qu'on appelle soi, derrière, c'est une mosaïque de besoins, c'est une compilation d'informations qui ont été mises en place pour jouer un rôle pour la société, on se rend compte que derrière, il n'y a pas de soi, c'est encore cette dimension morale à qui est à son avantage. Donc, tout ce déploiement. Et c'est cette image-là, en fait, qui me venait de cette inconscience, qui est nécessaire parce qu'elle justifie une motivation au quotidien, elle justifie un dynamisme de plus en plus ardu que les uns et les autres, finalement, manifestent. Mais pensant alimenter ce qu'on appelle l'intérêt propre, ne nous rendons-nous pas compte que derrière, les intérêts qui sont entretenus ne sont pas si propres que ça. Donc, voici un petit peu ce que vos prises de parole m'interpellaient. Et puis aussi, j'ai beaucoup apprécié cette fameuse dimension, comme tu dis, pour éduquer, donc la base au centre, la dimension éducative. Donc, pour éduquer, il faut construire un village. Aussi, au quotidien, quelle est finalement la motivation? Sommes-nous dans cette conscience de l'importance de cette structuration de ce qu'on appelle un village, d'une dimension structurelle porteuse à ce moment-là d'une autre intention, d'une dimension suprasociétale, d'une dimension intelligentielle, d'une conscience vraiment de se reproduire, non pas comme un être de besoin, une simple ressource humaine qui va être au service de la société. Est-ce qu'on est dans cette action au quotidien de structurer, de participer à matérialiser ce village pour qu'il émerge donc cette autre personnalité qui pourrait expérimenter autre chose? Donc, voici des petits questionnements qui me venaient par rapport à votre prise de parole.